Monsieur Diamond, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, je vais vous demander, là, par rapport à ce fameux aéroport de Saint-Hubert, aéroport métropolitain de Montréal, c'est le vrai nom, Oui. où en sont rendus les travaux, là, présentement? Ah, écoute, si vous passez à l'angle gros de l'aéroport puis voir Clairvue, là, vous allez voir, le bâtiment est sorti de terre. On était à peu près à 80 de construit déjà. Alors, on est rendu à faire de la finition à l'intérieur. Moi j'ai eu l'occasion de visiter là, l'intérieur du chantier à plusieurs occasions. C'est sincèrement assez impressionnant. Alors, on voit les carousels à bagages, les kiosques à l'entrée, ils sont. Alors, c'est un beau bâtiment. C'est frappant de voir sa grandeur. T'sais, on ne s'imagine pas ça. Même quand on passe devant, on ne s'imagine pas ça. Mais une fois à l'intérieur, on se rend compte que c'est un bâtiment qui est extrêmement grand. Alors, j'ai bien hâte qu'on puisse l'ouvrir au grand public. Essentiellement, on est dans les temps. Ça va extrêmement bien. On s'attend à une finalisation de la construction là, vers la fin 2025. OK, donc dès cette année. Et le début des opérations, on ne le sait pas vraiment encore. Ça bouge. Hein? Il y a bien mais on va être capable d'avoir plus de précision là-dessus incessamment. Là. OK, donc on n'est pas en mesure de donner une date de l'utilisation où on va pouvoir accueillir des usagers. J'aimerais ça, mais pas encore. OK, parfait. Encore un peu de patience. Bon, si on revient sur ce qui s'est passé au niveau de l'actualité cet été par rapport à l'aéroport de Saint-Hubert, on en a parlé encore beaucoup au niveau de l'acceptabilité sociale des groupes citoyens, Coalition Alter notamment, même des politiciens qui ont critiqué le sujet. Avez-vous, dans les derniers mois, mené des consultations publiques, des séances d'information pour le public, justement? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu déjà 3 grandes consultations publiques sur l'avenir de l'aéroport. Ça s'est fait dans les dernières années. Dans les dernières années, oui. Alors, l'Office de participation publique là, de Longueuil a fait comme un travail important. Moi, je souligne, il n'est plus avec nous, là, mais Denis Trudel, député bloquiste à l'époque, avait fait aussi un grand exercice. Pour nous, les rapports de consultation publique, c'est notre guideline. C'est avec ça qu'on développe l'aéroport, c'est avec ça qu'on a mis les balises. On a compris les grandes directives. Les gens étaient d'accord avec le développement de l'aéroport. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens voulaient un développement aéroportuaire. C'est ce que tous les sondages démontraient. C'est ce que les consultations publiques démontraient. Mais il y avait certaines conditions. Alors, la première des conditions, il ne fallait pas de vol de nuit. Alors, nous, on a établi d'emblée que le terminal n'aura pas de vol de nuit. Alors, il sera fermé. Les vols commerciaux, c'est seulement dans le jour. Ils voulaient aussi des avions plus respectueux. Alors, pas de gros porteurs. On en a fait l'annonce déjà. Cet aéroport-là, on le construit, là, le terminal, les portes d'embarquement, les voies de circulation. On le construit pour du code C. Alors, c'est des monocouloirs. C'est des avions beaucoup plus silencieux, beaucoup plus petits. Il n'y aura pas de gros porteurs au Met, jamais. L'autre affaire, c'est qu'il fallait plus de transparence, plus de communication. Alors, on a mis en place la table de concertation régionale. 16 élus de la région où ils sont, une dizaine d'acteurs du milieu où ils sont. Puis, et elle continue à avoir lieu cet été et cette table-là? Absolument. La dernière rencontre qu'on a eue était en juin, il n'y a pas si longtemps. OK, donc vous continuez à discuter avec les élus de la région qui font le message aux citoyens. Absolument. Et tout ça, c'est quelque chose qui est permanent. C'est pas quelque chose qu'on va enlever. Alors, cette table de développement-là, on la fait de 2 à 4 fois, tout dépendant par année, tout dépendant des besoins. Mais voyez-vous, la dernière table de concertation qu'on a eue, taux de participation très grand. Et on a parlé beaucoup de la qualité de l'air. On a annoncé d'ailleurs un partenariat avec la santé publique de la Montérégie pour monitorer ça, faire un plan d'action qui va être parmi les plus ambitieux au monde. Est-ce qu'il y a des résultats avec cette entente-là avec la santé publique pour l'instant? Bien, le comité est lancé. Nous, on installe les capteurs à l'hiver. Particules ultra fines, c'est ça? Il y aura particules fines. Particules ultra fines, c'est plus tard parce qu'il faut déterminer l'emplacement précis. Alors, il y a une analyse de 6 mois à faire d'abord pour savoir où mettre les capteurs de façon permanente. On est accompagné par une firme d'experts, tout ça monitoré par la santé publique. Et notre objectif, c'est, d'être transparent parce que les données, on va les rendre publiques. Et aussi, on veut être des pionniers. On veut être capable de faire mieux puis plus que les autres. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place ce comité-là. C'est un des sujets qui a été abordé à notre table de concertation avec tous les élus de la région. Et qu'est-ce qui arrive si les données qui vont sortir un jour par rapport à cette qualité de l'air sont très négatives? Qu'allez-vous faire? On s'ajuste parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de compromis à faire sur la santé publique. C'est-à-dire, nous, comme n'importe quel acteur économique aujourd'hui, la santé publique, c'est non négociable. Alors, moi, je suis assez confiant parce que nos experts sont assez confiants, tout le monde est assez confiant, puis les aéroports
aéroports, il y en a partout dans le monde. Il y a des capteurs déjà. En fait, il y a beaucoup plus à craindre de la circulation routière puis du camionnage que finalement l'aéroport en tant que tel. Mais ceci étant dit, on va faire l'analyse en bonne et due forme, on va rendre public les données, puis on aura l'occasion ensemble d'en reparler dans le futur. Parfait, bien sûr, je retiens cela. Autre chose qui a fait jaser, c'est l'étude du Bureau de la concurrence du Canada qui recommandait de mettre fin au monopole de l'aéroport Montréal-Trudeau sur les vols internationaux. Donc, j'imagine d'en offrir plus pour l'aéroport de Saint-Hubert. C'est donc une étude qui joue en votre faveur pour l'acceptabilité sociale, si j'en comprends bien. Mais il y a le conseil municipal de Saint-Bruno de Montarville qui s'y oppose. Donc, comment avez-vous vécu tout ça, vous, cet été? Oui. Bon, Olivier, je suis content que tu me poses la question parce que c'est une question fondamentale. Nous, on construit le terminal, l'ensemble des infrastructures pour des vols domestiques seulement. Alors, on ne construit pas de douane, on ne construit pas les installations pour faire des vols internationaux. Et ce n'est pas ce qu'on a dit à la population non plus. Alors, nous, on est allés, ça fait 2 ans qu'on explique le projet puis qu'on parle avec les élus. C'est un projet qui est destiné pour des vols domestiques seulement. Alors, oui, je comprends que le Bureau de la concurrence du Canada regardait ça et se dit il y a des problèmes peut-être avec les grands aéroports canadiens. Ce que le Bureau de la concurrence vient dire, c'est ça fait tout le sens d'utiliser les aéroports secondaires. Puis là, il cite l'exemple comme le nôtre et d'autres, comme Billy Bishop à Toronto et autres. Alors, ce qu'il vient dire, c'est ça fait du sens pour les grandes métropoles d'avoir des aéroports secondaires puis d'en exploiter le plein potentiel. Alors, c'est sûr qu'on est content de cette reconnaissance-là de la légitimité de notre projet. Ceci étant dit, ça ne change rien, nous, sur le fond. On construit un terminal pour des vols domestiques. Et si un jour, là, les citoyens, les élus viennent à demander de faire des vols transfrontaliers, par exemple, ou pour des destinations comme Paris et Londres, nous, il va falloir qu'on retourne à la population, refaire l'exercice d'acceptabilité sociale. Ce n'est pas nous qui va décider ça unilatéralement. Ça va être un grand processus et on va le faire avec les citoyens. Là, pour l'instant, je rassure tout le monde, ce n'est pas d'un carton. On construit un terminal pour des vols domestiques et on verra comment ça va se passer. OK, voilà, donc les inquiétudes là, de Saint-Bruno et autres, vous y avez donc répondu. J'ai reçu d'ailleurs le maire de Saint-Bruno il y a quelques semaines là, par rapport à ce sujet-là. Je vous parlerai bien aussi de mobilité. En fait, on a peut-être un peu de temps encore. Combien de voyageurs annuellement est-ce qui sont prévus? Là? Parce qu'on a beaucoup parlé de mobilité puis de trafic dans cette zone-là, donc rapidement. Là. Le terminal, c'est pour une capacité de 4 millions de voyageurs par année. Alors, titre de comparaison, d'Orval, on était à peu près à 23 millions de voyageurs annuellement. Alors, 23 millions, 4 millions, c'est beaucoup plus petit quand même comme ampleur d'aéroport, mais c'est significatif. À l'ouverture, on n'aura pas ça. Ça, c'est la capacité maximale. On va voir si à travers les années, on y va, c'est-à-dire... Mais là, à l'ouverture, on est autour de 1,8, 2 millions, alors moitié de la capacité qui est utilisée. On a fait, nous, des analyses avec l'intelligence artificielle sur l'impact de nos vols sur le trafic. Alors, c'est fascinant parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend déjà le trafic qui existe dans la région, on le modélise, ce à quoi on ajoute les vols, les horaires de vol qui s'en viennent. On les connaît, les horaires de vol. Alors, on est capable d'estimer l'impact qu'on a. Ça, c'est si tous les billets d'avion sont vendus. Alors, c'est jamais le cas, mais on a pris ce scénario-là. Et ce qui est intéressant, Olivier, c'est qu'on a constaté qu'on a deux pics d'achalandage importants, nous. Le premier, c'est à midi. C'est là qu'on a le plus d'atterrissage, le plus de décollage en même temps. C'est là qu'on génère le plus de voitures sur la route. Et l'autre pic, c'est en soirée. Alors, là, autour de 7 heures. C'est intéressant parce qu'on est en dehors de la circulation dense du matin. Là, entre les heures de pointe. Là. Les heures de pointe. On est en dehors des heures de pointe. Alors, entre 8 h, 9 h, puis 4 h et 5 h le soir, là, on ajoute seulement 250 voitures sur la route. Alors, 250 voitures sur la route, bien, vous allez convenir que le réseau est capable de l'absorber. C'est similaire à n'importe quelle usine dont on fait l'annonce constamment un peu partout. Alors, on était content de voir ça. C'est que, dans le fond, l'impact sur la circulation, elle est minime dans les heures de pointe. Et ça, c'est rassurant. Bien, nous, on va aller plus loin, puis on aura l'occasion d'en reparler. Il y a des annonces à venir. Tout à fait. Mais on va vouloir favoriser le transport en commun également. On va vouloir favoriser le transport actif. On veut aussi collaborer avec l'ensemble des élus. Alors, on met en place de l'infrastructure technologique pour s'assurer qu'on puisse avoir une vraie concertation sur la mobilité. Notre objectif, c'est d'être capable de bien prévoir, bien planifier pour qu'il n'y ait pas de problème jamais, là. Eh bien, comme vous l'avez dit, on en rejasera de tout ça. Monsieur Diamond, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, si vous songez à potentiellement déposer votre candidature pour les élections municipales, sachez qu'il y a des séances d'information virtuelles qui sont disponibles en Montérégie également.
On en parle après la pause. Restez là.